Dans la banlieue modeste de Rio de Janeiro, à Bento Ribeiro, un gamin aux dents du bonheur court déjà plus vite que son ombre. Il ne le sait pas encore, mais il est une anomalie de la nature, un bug dans la matrice du football. Ronaldo n'est pas simplement doué, il possède une explosion musculaire que la science peine à expliquer. Sur les parquets cirés du futsal, là où l'espace est une prison, il ne dribble pas ses adversaires, il les efface de la réalité. À seulement 16 ans, sous le maillot bleu de Cruzeiro, il marque déjà des buts qui vont trembler les fondations du Brésil. C'est l'ère de l'insouciance effrayante. Dans cette poussière dorée, il forge une puissance de démarrage qui va révolutionner le poste d'attaquant pour les 30 prochaines années. Il est le prototype du neuf total, capable de combiner la finesse d'un danseur et la vélocité d'un guépard. Mais derrière cette gloire naissante, une ombre plane déjà. Son moteur est trop puissant pour son châssis. Chaque accélération est un miracle et une menace pour ses propres tendons. Pour l'instant, Ronaldo rit, il dribble, il dévaste tout sur son passage, ignorant que ce corps béni des dieux deviendra bientôt sa plus grande épreuve de fer. Le monde regarde, fasciné, la naissance d'un phénomène. L'appel de l'Europe arrive par les Pays-Bas, au PSV Eindhoven. Pour un adolescent de 17 ans, c'est un choc thermique et culturel total. Mais pour Ronaldo, le football est une langue universelle qu'il parle avec un accent divin. En 2 saisons, il transforme le championnat néerlandais en son jardin privé, une cour de récréation où les défenseurs bataves ressemblent à des piquets de bois. Il marque 54 buts en 57 matchs. Les chiffres sont absurdes, la réalité l'est encore plus. Le monde découvre un attaquant d'un genre inconnu, un mélange hybride de techniques de samba et d'impact de sprinter olympique. Les recruteurs des plus grands clubs sont en état d'alerte maximale. L'appel à l'aventure se transforme en une explosion médiatique sans précédent. On murmure que ce garçon a été créé dans un laboratoire secret pour détruire les défenses les plus hermétiques d'Europe. Il ne demande pas la permission d'entrer dans l'élite, il enfonce la porte avec une férocité tranquille. En 1996, Ronaldo débarque au FC Barcelone, pour ce qui sera l'année la plus mystique de sa carrière. C'est l'instant où il cesse d'être un joueur pour devenir une divinité païenne. Son but contre Compostelle reste gravé comme une preuve de sa nature extraterrestre. Il résiste à 3 fautes grossières, des tirages de maillot désespérés, avant de s'échapper dans un slalom de feu pour crucifier le gardien. Sur le banc, Bobby Robson prend sa tête à 2 mains, incapable de croire ce qu'il vient de voir. Ce n'est pas un homme, c'est une autre espèce, lâche-t-il devant la presse ébahie. Pourtant, malgré cette symbiose apparente avec le public catalan, le refus de l'appel s'installe dans les coulisses. Des tensions contractuelles empoisonnent l'atmosphère. Le board du Barça, dans une erreur historique, ne réalise pas qu'il possède le plus grand talent de l'histoire moderne. Après une seule saison à 47 buts, la perfection s'évapore. Ronaldo s'envole pour l'Italie, laissant derrière lui une ville en deuil et le sentiment d'un rêve trop court. Il quitte la Catalogne comme un ouragan qui n'aurait fait que passer, laissant derrière lui des records pulvérisés et une nostalgie éternelle. L'Italie l'attend, avec son bleu inter profond, prêt à tester la résistance de ce phénomène de fer. Le mentor de Ronaldo à l'Inter Milan, c'est la rudesse impitoyable du calcio. Dans le championnat le plus tactique et défensif de la planète, il doit apprendre la survie. En Italie, on ne vous laisse pas dribbler, on vous découpe. C'est ici qu'il gagne son surnom définitif, Il Fenomeno. Il devient l'icône absolue, le visage d'une génération, le porte-drapeau planétaire de Nike. Sa silhouette en forme de croix, bras tendus devant le Christ rédempteur, devient l'image la plus puissante du sport mondial. Il gagne la Coupe de l'UEFA en humiliant la défense de la Lazio. Mais au-delà des trophées, c'est son aura qui irradie. Il est au sommet du luxe sportif, une marque à lui tout seul. Cependant, sous les projecteurs aveuglants de San Siro, le sort commence à gronder. Les tacles assassins des défenseurs italiens et ses propres accélérations surhumaines commencent à fissurer l'armure. La rencontre avec la douleur physique, la vraie, devient inévitable. Ronaldo est un géant aux pieds d'argile, ou plutôt aux tendons de verre. Le phénomène de fer sent les premières morsures de la fatalité. Mais pour l'instant, il continue de danser sur un volcan. 12 juillet 1998. Le monde entier a les yeux rivés sur Saint-Denis.
C'est le passage du seuil vers l'immortalité. Mais quelques heures avant le coup d'envoi, le destin bascule dans l'irréel. Ronaldo est victime d'un malaise mystérieux, des convulsions qui terrifient ses coéquipiers. Le phénomène est au sol, tremblant, vulnérable. Contre toute logique médicale, il est aligné sur la feuille de match. Ce qu'on voit alors sur la pelouse du Stade de France n'est plus le tueur d'Eindhoven ou de Barcelone, mais un fantôme errant, le regard vide, les jambes lourdes. La France triomphe et Ronaldo sombre. Ce passage du seuil est une épreuve psychologique dévastatrice qui brise son aura d'invincibilité aux yeux du monde. Pour la première fois, on réalise que le super-héros a une kryptonite, sa propre santé mentale et physique. Le doute s'installe comme un poison. Les journalistes se demandent si Les véritables ennemis de Ronaldo ne portent pas de crampons. Ils sont tapis dans l'ombre de son anatomie. En novembre 1999, son genou cède une première fois. Mais le pire est à venir. Le 12 avril 2000, pour son grand retour contre la Lazio, le monde assiste en direct à l'une des scènes les plus atroces de l'histoire du sport. Sur une accélération banale, son tendon rotulien explose littéralement. Ronaldo s'effondre, sa main agrippant un genou qui n'existe plus, son cri de douleur perçant le vacarme du stade. Les médecins sont formels. Rejouer au plus haut niveau serait un miracle. Redevenir le phénomène est une impossibilité biologique. C'est l'épreuve de la solitude absolue. Pendant 2 ans, il disparaît de la circulation. Il n'est plus une icône Nike, il est un patient anonyme qui réapprend à marcher, à plier la jambe, à espérer. Sa volonté de faire est testée dans le silence des cliniques. Ses ennemis sont désormais le doute, la fonte musculaire et le scepticisme cruel des observateurs. Pendant que le monde du football avance sans lui, Ronaldo livre dans l'ombre la bataille la plus féroce de sa vie. Il ne lutte plus pour un ballon, il lutte pour son identité. L'approche de la rédemption commence sous le soleil levant du Japon et de la Corée du Sud. Contre toute attente, le sélectionneur Scolari prend le pari fou de l'emmener au Mondial 2002. Ronaldo arrive avec une coupe de cheveux improbable, une frange ridicule qui fait rire le monde entier. Ce que personne ne comprend, c'est qu'il s'agit d'une manœuvre psychologique géniale. Il veut que les médias parlent de ses cheveux plutôt que de ses genoux. L'approche est une montée en puissance méthodique et irrésistible. Match après match, l'instinct de tueur se réveille. Il ne court plus avec la vélocité supersonique de ses 20 ans, mais il est devenu plus intelligent, plus clinique, plus redoutable. Il économise ses forces pour porter l'estocade finale. Chaque but marqué est un bras d'honneur au destin. Il prépare le terrain pour le plus grand comeback de l'histoire du sport moderne. Le phénomène est en train de réécrire son propre manuel de survie, prouvant que même avec des genoux de verre, un esprit de fer peut déplacer les montagnes. L'épreuve suprême se joue à Yokohama, face à l'Allemagne du monstrueux Oliver Kahn. 4 ans après le traumatisme de Paris, Ronaldo se retrouve à nouveau face au toit du monde. La tension est palpable, l'air est saturé d'électricité. En seconde période, le phénomène surgit. Il profite d'une erreur de Kahn pour ouvrir le score. Puis, quelques minutes plus tard, il exécute une frappe sèche à l'entrée de la surface qui se loge au ras du poteau. Le temps s'arrête. Le Brésil exulte. Ronaldo tombe à genoux, les bras au ciel. En 2 éclairs, il a effacé 4 ans de calvaire, de chirurgie et de larmes. Il soulève la Coupe du Monde, terminant meilleur buteur de la compétition. C'est la victoire absolue de l'esprit sur la matière défaillante. Il a terrassé ses démons intérieurs et prouvé à l'humanité entière que le talent pur, allié à une résilience sans faille, est plus fort que la fatalité. La récompense est un transfert royal, digne d'un empereur, vers le Real Madrid. Il rejoint Zidane, Figo, Raúl et Roberto Carlos pour former l'équipe la plus luxueuse et la plus onirique de l'histoire, les Galactiques. Sa récompense est de pouvoir enfin pratiquer un football de pur plaisir, libéré de la pression de porter une équipe entière. Entouré des meilleurs techniciens du monde, il devient le finisseur ultime. Son apogée madrilène a lieu à Old Trafford, contre Manchester United. Il signe un triplé d'une perfection chirurgicale. Lorsqu'il sort du terrain, le théâtre des rêves tout entier, supporters adverses compris, se lève pour lui offrir une standing ovation historique. Il gagne son 2e ballon d'or.
le phénomène est revenu sur son trône, plus grand, plus respecté et plus aimé que jamais. Le chemin du retour est marqué par un nouveau combat, plus insidieux, celui contre son propre métabolisme. Victime d'hypothyroïdie, Ronaldo voit son corps changer, s'épaissir. Les critiques sur son hygiène de vie et son poids deviennent incessantes, parfois cruelles. Mais même gros, comme disent les tabloïds, son génie reste intact. Son cerveau voit toujours les passes avant les autres, son pied est toujours aussi précis. Il quitte Madrid pour un bref passage à l'AC Milan, devenant l'un des rares joueurs à avoir porté les 2 maillots des géants lombards tout en restant aimé. Le chemin du retour est une transition vers la fin de sa carrière européenne. Il accepte avec une certaine mélancolie que ses jambes ne peuvent plus suivre la vitesse de ses pensées. Son retour au pays pour boucler la boucle, offrant ses derniers éclairs de magie au public brésilien, sous le maillot des Corinthians. Il n'est plus le sprinter de Barcelone, il est le patriarche sage qui utilise son aura pour transformer un club et inspirer une nouvelle génération. Aux Corinthians, Ronaldo ressuscite une dernière fois. Malgré les douleurs constantes et un physique qui le trahit chaque jour un peu plus, il gagne des titres et marque des buts d'anthologie, prouvant que la classe est éternelle. Sa résurrection est celle d'un homme qui aime trop le jeu pour le quitter. Mais en 2011, lors d'une conférence de presse déchirante, il annonce sa retraite. « Mon corps a succombé. Ma tête veut continuer, mais mon corps ne peut plus », lâche-t-il, la voix brisée par les larmes. C'est un adieu qui fait pleurer le Brésil et le monde entier. Il quitte le terrain comme un guerrier qui a gagné toutes ses batailles, même celles qu'on disait perdues d'avance. Il a joué avec son cœur quand ses genoux ne voulaient plus. Il a porté le poids de l'attente d'un peuple entier sur un physique dévasté. Sa fin de carrière est un monument d'honnêteté brutale, un rappel que même les dieux sont mortels. Ronaldo Nazario ferme le livre de sa carrière de joueur, mais le mythe, lui, est déjà gravé dans le diamant. Ronaldo laisse au monde l'élixir ultime, la résilience. Il a redéfini le rôle du numéro 9, devenant le modèle absolu de tous les attaquants modernes, de Zlatan à Mbappé. Il rejoint aujourd'hui le panthéon de foot héritage éternel sous le titre de phénomène de fer. Son héritage, c'est cette capacité surhumaine à sourire après chaque chute, à se relever quand tout le monde vous enterre et à revenir plus fort à chaque fois. Il est devenu un homme d'affaires prospère, propriétaire de club, prouvant que sa puissance ne s'arrêtait pas aux lignes de touche. Ronaldo restera à jamais l'attaquant parfait, celui qui a fait basculer le football dans une nouvelle dimension de puissance et de spectacle. Mais si Ronaldo était la puissance brute, un autre génie est arrivé quelques années plus tard pour transformer le football en une architecture de l'esprit. Pour comprendre comment le jeu est devenu une science totale, cliquez ici pour découvrir l'histoire de Johan Cruyff, l'architecte du futur. L'histoire continue et l'héritage est éternel. Foot héritage éternel, le jeu ne meurt jamais.